Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Maison de la Méditation. Vous savez que les vendredis soirs, nous recevons des personnalités qui viennent nous parler de leur travail. Et ce soir, nous avons l'immense, l'incommensurable plaisir de recevoir Mathieu Bréjégère. Merci Mathieu d'être avec nous. Alors, Mathieu Bréjégère, oui. Tu es enseignant de méditation, oui. Tu as appris à méditer à des centaines de gens depuis, que ce soit au cours de soirées, de week-ends, de stages, depuis plusieurs années. Mais si on te reçoit ce soir, c'est parce que tu es aussi l'auteur d'un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Et si la méditation était la solution ?» Un livre que j'ai lu, bien entendu, que j'ai trouvé passionnant, très honnête et je crois très utile pour tous ceux qui côtoient les adolescents, puisque c'est un livre qui est le reflet, le témoignage de ton travail auprès des adolescents. Avant qu'on revienne et qu'on aille au fond du sujet de ce livre, je voudrais juste, avant d'être enseignant de méditation, tu étais éducateur spécialisé et j'aimerais bien que tu nous reparles de ton parcours. Bien sûr, avec plaisir. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très touché d'être là ce soir pour présenter mon premier livre. C'est extraordinaire. C'est un moment très important dans ma vie et de le présenter pour la première fois, parce que c'est la première fois que j'en parle en public comme ça, à la Maison de la Méditation, avec autant d'amis qui sont réunis là, c'est très fort. Il y a des amis de tous les horizons. Et pour revenir à mon parcours, comme tu me posais la question, Marie-Laurence, oui, en effet, j'ai eu une formation d'éducateur spécialisé. Donc j'ai été formé dans la ville où j'ai fait mon lycée, à Pau. Donc je fais une formation pendant 3 ans, c'est une formation qui dure 3 ans. Il y a d'ailleurs des éducateurs spécialisés dans la salle, là. Et cette formation, par rapport à toutes les difficultés scolaires que j'avais eues, et j'en témoigne pas mal dans le livre, et vraiment une vie scolaire très compliquée. L'école d'éducateur, pour moi, ça a été une première révolution dans ma vie, parce que c'était une découverte totale où j'ai pu voir énormément de choses. J'ai appris, il y avait de la philosophie, de l'anthropologie, de la sociologie, plein de choses nouvelles qui m'ont permis d'y être complètement ouvert et de m'y épanouir complètement. Et dans cette école d'éducateur, j'ai vraiment eu l'appel, l'envie de travailler plus spécifiquement auprès des adolescents, et ça m'a suivi. Pendant mes stages, j'ai notamment travaillé avec des gens du voyage, des 16-25 ans qui étaient des manouches dans la région paloise. Et il y a déjà eu cette envie de travailler avec ce public assez spécifique. Et puis quand j'ai eu mon diplôme d'éducateur, je suis monté sur Paris. C'était un grand moment aussi pour moi, parce que dans le sud-ouest, monter sur la capitale, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, et puis moi, vraiment, en plus, j'ai de la famille dans le Gers, et d'Artagnan, c'était quelque chose symboliquement important. Donc voilà, monter sur la capitale, c'était un moment important. Et je voulais travailler comme éducateur de rue. C'était vraiment l'appel que j'avais, travailler avec des jeunes dans un quartier. Et au début, j'ai pas été trop pris parce qu'ils me disaient mais c'est qui ce paysan qui arrive là? Qu'est-ce qu'il va faire dans les quartiers? Celui-là, il va se faire martyriser au bout de quelques jours, il va partir. Mais finalement, un chef de service m'a fait confiance et j'ai commencé à travailler à Gennevilliers. J'y suis resté 7 ans. Et 7 ans dans la rue? 7 ans dans la rue, ouais, dans un quartier. C'est important quand on est dans la rue notamment dans un quartier comme ça, d'y rester longtemps, de créer son réseau, de connaître tous les jeunes, et ça devient sa deuxième maison. En fait, c'était même ma première presque à des moments. Et c'est là, pendant que j'étais éducateur de rue, que j'ai rencontré la pratique de manière personnelle, pratique de la méditation. Et c'était dans cette école. Et j'ai commencé à faire une première séance, une deuxième, ça a pris du temps. Et peu à peu, je me suis rendu compte comment la pratique a complètement transformé ma vie. Ma vie d'abord professionnelle. C'est d'abord professionnellement que je l'ai vu. Je crois que ce qui m'a le plus frappé au départ, c'est que ça a bousculé mes acquis. Je pensais que j'étais quelqu'un qui écoutait, qui savait écouter, qui a appris à écouter, parce que dans l'école d'éducateur, on apprend à écouter, on nous forme à l'écoute. Et là,
la pratique de la méditation permet de me remettre en lumière ce qu'on pensait déjà acquis. Et en fait, notamment sur le point très précis qu'on se rend compte de plus en plus on pratique, plus on se rend compte du contraste entre tous les moments où on est là, par exemple en train d'écouter quelqu'un qui est en train de nous parler, et tous les autres moments où on n'y est pas du tout. Et je me suis rendu compte, c'était une grosse claque, en fait, que dans ma journée, quand j'écoutais ces jeunes, il y avait plus de moments où j'étais mais pas du tout vraiment à l'écoute, j'étais rentré dans une forme de pilotage automatique où j'avais mes repères, je savais comment ça se passait, et c'était fou, c'était non conscient, mais j'avais vraiment plein de petits trucs qui donnaient l'impression à la personne que j'étais là, bien présent, mais moi j'étais ailleurs en fait. Et ça, ce premier basculement que m'a permis de vivre la méditation a été très fort, et ça m'a permis de me remettre en question dans mon métier d'éducateur. Et le deuxième basculement que m'a permis la pratique, c'est le rapport à mes émotions. Et dans les écoles d'éducateurs, et d'autant plus aujourd'hui encore, on nous forme à rencontrer des personnes qui vont être très 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 en difficulté. Et sans s'en rendre compte, la formation des éducateurs s'est un peu transformée, et ça devient de plus en plus une manière d'être avec les autres qui refuse le rapport émotionnel. Tellement on a peur de rencontrer la souffrance, parce qu'en fait, toute la journée, on est en rapport à la souffrance, que petit à petit se crée un système où peu à peu, on n'est plus à l'écoute vraiment de son cœur. J'en parle beaucoup avec des étudiants éducateurs spécialisés. Il y a quelque chose, à un moment, qui se coupe, et on ne fait plus vraiment l'épreuve de la rencontre. Et ça a été une deuxième révolution, c'est que j'ai pu découvrir qu'il était possible de rencontrer mes émotions directement. Et j'en avais tellement peur de toutes ces émotions, la colère, la tristesse, et le pouvoir magnifique de cette pratique, et c'est un paradoxe, je rencontre mes émotions, et souvent les émotions les plus difficiles, et paradoxalement, c'est comme ça que je peux les transformer. Et c'est en les rencontrant que je peux les transformer, c'est pas en les évitant. Et toute ma vie, je les avais évitées, et là, poum. Et ça a complètement changé ma pratique, le rapport aux jeunes. C'est eux qui me faisaient des remarques. Bon, ils ne savaient pas que je méditais, je ne le disais pas à l'époque trop aux jeunes, parce que je n'assumais pas encore complètement, et je ne me sentais pas légitime pour le transmettre non plus à ce moment-là. Mais ils m'ont bien dit, j'ai bien senti dans les nouvelles relations, voilà, ce que j'ai vraiment senti, c'est les nouvelles relations que j'ai créées. Il y avait plein de jeunes qui m'étaient inaccessibles, les plus durs, les plus renfermés. Et c'est comme s'il y avait quelque chose dans ma manière d'être qui ne s'excusait plus d'être là. Voilà, j'étais dans la rue, parce que la méditation permet vraiment aussi d'assumer son corps tel qu'il est, où qu'il est, et je sais pas, c'était une posture, une manière d'être dans la rue, de ne pas s'excuser d'être là, et ça a permis des rencontres que je n'ai pas fait pendant les 3-4 premières années où j'étais éducateur de rue. Et puis voilà, ce rapport à l'écoute, tout ça a complètement bouleversé mon rapport dans mon métier, et puis avec bien sûr mes proches, ça a tout changé. Et moi, juste, oui. Je suis pas bavard. Non, mais je suis pas bavard. Hein, non. Marie-Lance, en fait, il suffit qu'elle me dise une question et puis après. non, mais juste, je voulais reprendre juste un truc parce que voilà, en fait, bon, j'ai pratiqué et quand j'étais éducateur de rue, en fait, quand on est éducateur de rue, on travaille plutôt l'après-midi et le soir, et j'avais toutes mes matinées. Et pendant mes matinées, j'ai commencé à suivre un parcours en sciences de l'éducation à distance à l'université Paris 8 Saint-Denis. Et après avoir obtenu mon Master 2 en sciences de l'éducation, je suis devenu formateur dans le travail social. D'ailleurs, mes 2 anciens collègues qui sont là, formateurs. Et c'est là qu'au fur et à mesure du temps que je rencontrais ces étudiants, que j'ai senti, parce que je me sentais légitime, comme elle disait Marie-Laurent, j'avais commencé à enseigner à l'école de méditation, à enseigner à des adultes dans des stages, et je me suis senti enfin légitime de pouvoir me dire tiens, j'ai envie de parler de la méditation aussi à ces futurs éducateurs. Et j'ai commencé petit à petit, parce que c'était pas simple dans le centre de formation, mais déjà à faire méditer mes collègues. J'avais créé, voilà, venez à midi, méditer, pour que les adultes, enfin pas les adultes, c'est des adultes, les étudiants, mais pour que les formateurs se rendent compte que c'était pas une pratique voilà, religieuse, tout ça, que c'était un truc très concret qui pouvait nous aider très concrètement dans notre vie. Et petit à petit, les gens se sont rendus compte que c'était vraiment une pratique qui était intéressante, et j'ai créé des petits modules pour les éducateurs. Et ça leur parlait.
Ils pouvaient rencontrer leurs émotions, ils pouvaient se rendre compte de ces contrastes entre les moments où ils étaient là et ils n'étaient pas là. Et c'est là qu'à un moment, je me suis dit, mais Mathieu, est-ce que dans ta vie, tu as envie de parler de cette pratique qui a tellement changé ta vie, que tu te rends compte que ça bouscule la vie des gens et que ça peut vraiment les aider aujourd'hui dans notre société, à une promo par an, où tu as envie de le transmettre au plus grand nombre. Et là, ça a été un vrai bousculement, parce que j'étais quand même installé, cadre, CDI, c'est pas simple. Et j'avais envie d'aller vers les ados. Je me suis dit, ces ados, je voyais beaucoup de méditation qui se développaient dans les écoles, dans les écoles primaires, pour les adultes bien sûr. Et les ados, il y avait quelques bouquins, mais c'était un public... Oui, un peu laissé pour compte. Ouais, un peu laissé pour compte. Ou vraiment, ouais, et alors justement, quelques années plus tard, tu te retrouves dans... Non, mais on a plein, on veut savoir plein de choses. Tu te retrouves dans un lycée professionnel, et ce qui est une des grandes vertus de ce livre, c'est justement, je parlais d'honnêteté tout à l'heure, parce que tu n'éludes aucun de tes problèmes, et bien au contraire, c'est exemplaire la manière que tu nous montres, que tu nous indiques d'affronter son problème pour éventuellement trouver une solution ou pas. Mais vraiment, tu ne nous caches pas justement les peurs. Et tu parlais des émotions, et quand tu te retrouves pour la première fois dans ce lycée professionnel, où il va falloir transmettre la méditation à des ados qui n'ont rien demandé, qui en gros n'en ont rien à faire, là tu sens, voilà. Ouais. Là, tu fais face à ton émotion et... Ah ouais, là, c'était... Ben voilà, comme j'étais très stressé, j'avais très peur quand la première fois que j'ai rencontré. En plus, comme j'ai ce parcours d'éducateur, le premier lycée pro, ils ont dit « Ah, c'est génial. Ah ben là, on a une classe terrible. Franchement, c'est la plus terrible. Ces premières là, mais depuis le début de l'année, en plus, ils étaient en seconde ensemble. Parce qu'en professionnel, souvent, c'est des parcours, donc les promos restent les mêmes jusqu'en terminale. Ah non, ils nous font la misère et tout ça. Et il faut que tu ailles voir eux d'abord. Je dis, ok, bon, ouais, bien sûr, oui. C'était la première fois. Je me disais, oui, bien sûr, pas de problème. J'y vais, mais j'étais terrorisé. Parce que, c'est ce que je dis un peu dans le... C'est des jeunes, j'allais leur parler d'une pratique qui m'a parlé à moi, mais je ne savais pas comment ils allaient... Et effectivement, quand je suis arrivé, c'était pas l'accueil bisounours, bienvenue Mathieu, non c'était... On a trop hâte. Pas du tout. C'était pas la maison de la méditation, quoi. C'était sac sur la table, écouteurs, portable, parce que c'était un lycée où on avait le droit au portable, enfin c'était vraiment... Et puis je rentre, donc la prof dit calmez-vous, c'est Mathieu dont je vous ai parlé. Ah Mathieu, il y a trois qui rigolent. Et ouais, il va vous parler de méditation. Ah, méditation. Ah ouais, c'est le truc des monks Shaolin là, on va apprendre à se battre. Et l'autre il dit mais non, mais t'es con, c'est un truc de relaxation. Ah d'accord. Ah non, mais moi, comptez pas sur moi, je me allonge pas par terre. Hein, non, mais on n'a pas des tapis, qu'est-ce qu'on fait là? On est assis sur une chaise. Ben ouais, bon, je dis, oh là là, comment je vais faire? Et j'avais des notes, parce que je m'étais préparé un truc de fou, enfin, j'étais prêt. J'ai passé par là. Et je me disais, je vais commencer par présenter un peu la méditation et tout ça. Et là, je me suis dit, ah non, si, je vais me faire, ouais, c'est foutu. Donc et c'est là, bon, c'est sûr que le fait d'avoir été éducateur, il y a quelque chose qui se remet en place. Et je dis, bon, ok, on va leur parler vrai. Et je sais pas, c'est ça qui m'est venu. Et j'ai parlé, ben écoutez, là, je vous avoue, je suis vraiment très stressé de venir vous parler aujourd'hui. Ah ouais, il dit ça, lui. D'accord. Ouais, et je leur ai montré qu'en fait, malgré ce stress, ce que la méditation m'a apporté, c'est justement de pouvoir faire avec ce stress. Je suis stressé, la méditation, ça ne va pas vous enlever le stress, ce n'est pas un produit magique qui va vous... Mais ça va vous permettre de travailler avec et de faire avec. Et là, je sentais déjà que les oreilles, le mec qui se relève, il enlève ses écouteurs, tiens, il y a un mec qui parle un peu vrai, en fait. Et je crois que c'est là qu'il y a eu un premier... Je le sentais déjà quand j'étais éducateur et tout ça, mais il y a eu comme une révélation de plus, me dire, mais... Voilà, le chemin par lequel je dois passer avec les ados, et en fait, ce qu'on a tous besoin, hein, c'est qu'on leur parle vraiment à eux, à leurs problèmes, à ce qu'ils vivent, et de vraiment d'être dans un moment de partage. Et
Et ce que j'ai découvert dans cette école de méditation, c'est notamment quand j'ai fait des stages et tout ça, c'est l'atmosphère. C'est que l'école, quand on fait un stage, il y a toute une atmosphère qui est créée pour nous permettre de nous poser, de se dire, bon ben voilà, ça fait par exemple sur un stage de 5 jours, mon travail c'est super dur, j'ai ma famille, tout ça, et là, tout est fait pour, tu peux te poser. Et tu peux être toi-même. Mais c'est plein de petits détails. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire, à créer une atmosphère où ces jeunes, pendant quelques minutes, ils puissent se sentir à la maison. Et voilà, et tout mon travail, au fond, ça a été d'essayer de tenter, d'expérimenter, pour essayer de créer cette atmosphère qui leur permette de se dire, là je peux souffler, je peux parler vraiment aussi. Parce que souvent, quand quelqu'un parle vrai, ça incite. Parce que souvent, de suite, il y en a qui reconnaissent ça. Et ils parlent de suite après. Ils vont lancer le mouvement, ils vont m'aider en fait. Ils vont lancer le mouvement, ils disent « Ah ouais, moi aussi ». Et puis là, tous les autres « Ah ouais, d'accord ». Et moi, ça veut dire que je peux parler aussi. Puis il y en a un deuxième, un troisième. Et comme ça, on crée une atmosphère où on sent qu'à la fin de l'heure, ben, c'était bon en fait de pouvoir. Parce que tous les moments où on peut parler vrai, souvent on le fait avec des amis ou en famille, on ressort de la situation, on se dit « Ah, c'était bon quand même ce moment-là ». Et c'est ça en fait que permet la méditation, arriver à... Ouais. Formidable. Du reste, on voit vraiment bien dans ton livre, ce qui est très original. Il y a beaucoup de choses originales parce que c'est un vrai travail, c'est très approfondi, très précis. C'est vraiment pas du bavardage, c'est vraiment... Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est plein de suspense. Mais comme quand on t'entend parler, en fait, là. Et mais je lisais le livre, j'avais peur, je me disais, là, il va pas y arriver. Là, c'est pas possible, vous verrez, parce que tu décris beaucoup de cas et on se dit, mais comment il va faire, là? Comment il va faire? Et j'aime beaucoup cette dimension de suspense, parce qu'on n'est pas habitué à ça dans ce type d'ouvrage, et c'est très bon, on vit l'aventure avec toi, tu nous partages vraiment ton aventure. Alors c'est vrai que dans notre société, l'adolescent, c'est quand même, il est caricaturé, hein, adolescent égale problème, ce qui peut parfois être le cas, certes, mais pas forcément d'abord. Et puis toi, tu vas tout... Et donc, problème, donc donnez-moi des recettes, c'est quoi les solutions, etc. Avant même si je caricature, de le considérer comme un être humain, c'est presque une entité à part, source de problème. Et toi, tu ne vas pas du tout par les recettes ou les trucs qui, du reste, auraient du mal à fonctionner, mais tu prends en considération les fléaux, et tu en parles très bien dans le livre, les fléaux qui les accablent ou qui les menacent. Est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots là-dessus, s'il te plaît? Oui. C'est clair que quand j'ai essayé, c'est vrai que ce livre, j'ai mis 3 ans en fait, c'est 3 ans de terrain, 3 ans d'expérimentation. La première fois que je suis allé voir Fabrice Midal et que je lui racontais un peu ce que je faisais, il m'avait dit depuis le début, mais il faut que tu écrives sur ce que tu fais, c'est extraordinaire, mais j'ai dû faire mon enquête en fait, rencontrer, voir, comme je vous disais tout à l'heure, expérimenter. Et à force de rencontres, à force d'écoute, c'est mis en lumière des fléaux en fait qui nous touchent à tous, hein. Mais ces ados, ils sont complètement nés dans ce système qui crée ces 3 fléaux dont je vais vous parler, et ils sont d'autant plus touchés par ces 3 mouvements que j'essaie de décrire dans le livre. Et le premier que j'ai repéré, mais en fait qu'on connaît tous, c'est vraiment qu'ils soient inclus depuis qu'ils sont nés dans une société où le divertissement est permanent. Et la société de divertissement. Ouais, société de divertissement permanent, c'est... Et souvent, là, je prends une histoire, parce qu'il faut leur raconter des histoires. Là, j'ai une histoire sur le société. J'ai écouté. Donc, c'est les portables, les écrans, enfin, c'est tout. Et les écrans, c'est assez puissant, parce que de toute façon, ils le disent eux-mêmes. Franchement, mon écran, mon portable, je suis addict, ils le disent le mot même. Hein. Enfin, c'est assez fou comment ils ont aussi une vraie lucidité de la situation qu'ils traversent. Et je leur dis, comme on est à l'école et tout ça, j'essaie de leur montrer, je leur dis, franchement, le portable, si certains d'entre vous veulent se mettre au travail et travailler, c'est vraiment essayer, notamment quand vous êtes à la maison. Bon, dans certaines classes, travailler à la maison, ça n'existe pas, mais si un jour vous travaillez à la maison, si ça vous vient l'idée un jour, eh bien, imaginez-vous, voilà, je leur dis, écoutez, imaginez-vous demain, vous avez un contrôle d'histoire, vous avez pris des bonnes résolutions, vous avez dit, là, votre père, il vient de vous embrouiller le soir avant, vous dit, c'est bon, là, il faut que je le réussisse, ce contrôle d'histoire. Okay. Donc, vous dites, je vais me prendre 1 heure
et je vais m'installer, je vais étudier mon cours sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Donc, je vais vous installer. Si vous ne mettez pas votre portable en mode avion, c'est mort. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous le mettez à côté de vous. Il est posé. Donc, vous ouvrez votre chapitre, vous commencez à lire, et là, bip, bip, notification. Bon, on attend. Je m'étais dit, il faut que je travaille. Okay. Et puis, à un moment, vous regardez un petit peu. Oh merde, c'est quelqu'un. Ah ouais. Le vidéo YouTube, mon compte préféré YouTube envoie la dernière vidéo. Et là, c'est dur, quoi. Bon, allez, c'est quoi? C'est 2 minutes. De toute façon, les vidéos là-bas, je sais que ça dure 2 minutes. Je me le regarde. Ça négocie, là, ça commence à négocier. Je me le regarde et après, 2 minutes, c'est quoi? Bon, on commence à regarder. Et puis là, vous savez comment c'est fait YouTube, je leur dis. C'est à la fin de la deuxième vidéo, ils vous présentent juste celle d'après, qui correspond bien sûr à celle que vous avez regardée avant, et ça vous pousse à y aller. Et vous dites, bon, allez, une deuxième, troisième, quatrième, à un moment, vous dites, bon, allez, ok. Vous avez perdu déjà un quart d'heure. Vous reposez. Et puis là, donc, vous recommencez à lire la deuxième ligne. Et des fois, ça ne vous arrive pas quand vous lisez la deuxième ligne, vous dites, attends, qu'est-ce que j'ai lu déjà? Attends, oui, parce que vous étiez pris encore dans ce que vous étiez en train de regarder, ce qui est normal. Et là, message. C'est un son différent. Vous savez que c'est un message. Vous dites non. Là, franchement, j'ai déconné déjà, je continue. Deuxième message. Non, si vous regardez quand même, oh putain, mon meilleur ami. Bon, non, je l'appellerai après, de toute façon. Et là, votre meilleur ami, lui, il est habitué, normalement, en 10 secondes, vous lui avez répondu, normalement. Là, il ne capte pas, il ne comprend pas, il a un danger, il a un problème, qu'est-ce qui se passe? Donc, il appelle. Et là, il appelle, je dis, bon, non, je suis obligé, c'est mon ami, il y a une négociation qui se met en place entre... Et puis vous répondez, et c'est parti, un quart d'heure de discussion, en fait, ça n'avait rien à voir, c'est pas très important, mais bon, ok. Et puis voilà, on se remet au travail, et puis tout d'un coup, vous entendez votre mère qui dit, à table! Ah, 1 heure de travail, 3 minutes d'études vraies. Et là, ils disent, ah ouais, c'est vrai, monsieur, moi, c'est complètement comme ça. Et puis voilà, alors, donc... Tu leur racontes ça? Ah ouais, moi je leur dis ça. Ah oui, c'est ça. Mais et là, ils se rendent compte en fait des fléaux. Ils se disent, ah oui, là, il y a quelque chose. Et ça, c'est comme si ça les déplaçait et ça permettait de regarder leur vie, faire un pas de côté. Donc voilà, ça c'est le divertissement, c'est puissant. Il y a aussi l'injonction qu'on a à être, ça c'est le deuxième fléau que je décris, l'injonction à être toujours performant, l'injonction à être parfait, c'est vraiment une famille. Injonction à la performance, injonction à être parfait et injonction au bonheur. Ça, c'est le truc de fou. Tous les adultes, autour d'eux, les ados, c'est quoi? C'est il faut montrer que tout va bien tout le temps. Eux, c'est la crise en eux. C'est l'explosion. Ils n'en peuvent plus. Ça bouge tout. Leur corps, tous les 2 jours, il se transforme. C'est des nouveaux amis, c'est de nouvelles expérimentations, ils sentent la vulnérabilité qui est... Enfin, moi j'adore l'image de Françoise Dolto quand j'avais étudié à l'école d'éducateurs, du complexe du homard, quoi. Le homard, ça y est, il a perdu sa carapace. Ils ont 100 carapaces. Et face à eux, nous, on est des super positifs. Non mais ça va aller, t'inquiète, Et il faut que nous, on soit performants, parce que c'est pas pour nous culpabiliser, mais c'est pour montrer tout le phénomène en fait, du fléau. Comment ça touche à la fois les adultes, parce que nous, on est pris dans nos trucs. Et en fait, dans la famille, on est chacun dans notre bulle, chacun dans notre truc, et on ne s'écoute plus. Et tout doit aller bien. Et donc, ce fléau-là de l'injonction à la performance, à être parfait, et au bonheur où tout va bien, fait qu'à la maison, moi je le vois même chez moi, là, enfin je dis ça, je ne suis pas en train de faire la morale, hein, parce que franchement, moi, à la maison, je le sens des fois, je rentre, on a chacun notre bulle. Et c'est de plus en plus dur de créer des passerelles avec nos ados parce qu'ils ont leur vie, ils ont leur truc et nous on a tous nos problèmes. Et c'est là où je me suis rendu compte que cet espace du parler vrai, cet espace de l'écoute directe, ça permet de réouvrir une porte où notre adolescent redevient... C'est comme si en l'écoutant, en rencontrant sa bulle, en rencontrant son monde, peut-être il y a un moment il va nous ouvrir une porte. Et là il faut y être. Et là... il prend une autre place. Et c'est plus l'ado et puis le parent qui est parfait. C'est j'essaye de rentrer dans ton monde et j'essaye de comprendre ce qui s'y passe. Moi, ça, c'est le truc qui me passionne le plus. Vous imaginez quand je suis allé... C'est ça que j'ai découvert quand j'étais éducateur, quand je suis allé avec les gens du voyage. C'était comment rentrer dans leur bulle, en fait. Parce que moi, j'étais à des années-lumière avec ma culture, mon éducation. Comment se fondre
pour comprendre par où ça passe. Et là, il y a des choses qui sont possibles face à cet isolement que je vois si puissant chez les adolescents et chez nous tous, en fait. On est très, très, très isolés. Et pour moi, ce fléau, il amène une des conséquences les plus puissantes, c'est cet isolement où on est chacun dans notre truc. Et on veut surtout pas montrer nos failles, surtout pas montrer que le soir, on n'arrive pas à dormir. Enfin, c'est énorme. Et ça, c'est tout le monde. Hein. Parce que, bon, voilà, je vais faire une parenthèse. Et puis, le troisième fléau, c'est qu'on nous apprend depuis tout petit à vouloir tout contrôler. Ça, c'est vraiment un autre mouvement que j'essaie de décrire. Alors, là aussi, je ne vais pas trop... vous verrez, hein, lisez le livre et vous verrez bien. Mais ce mouvement dans lequel on est pris aujourd'hui, où on doit tout contrôler l'espace de notre vie, à partir du mouvement de la volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a que la volonté aujourd'hui qui est travaillée par chacun d'entre nous. Et cette volonté, on lui dit, il faut que tu contrôles ta vie. Et donc, dans notre esprit, c'est la volonté où on passe 100% ou 400% de nos énergies à essayer de travailler cette volonté pour essayer de contrôler notre vie. Et la méditation, et c'est là que moi j'essaie de leur montrer, d'essayer d'ouvrir un espace, ça nous montre qu'il y a la volonté, oui, mais il y a plein d'autres choses autour de la volonté. Il y a ce corps qui nous parle, qui est naturel. En fait, il y a des ressources naturelles qui sont au-delà de la volonté et qui, si on prend un petit peu le temps de les écouter, nous ouvrent des possibilités extraordinaires. Et ça demande un saut, mais après la vie devient complètement extraordinaire. Donc c'est ça aussi que j'essaye de sortir de ce fléau de la volonté de tout contrôler. Et ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que là, tu nous parles bien de ton travail d'éducateur de rue, de ces premières expériences et qui continuent dans des lycées plutôt difficiles, enfin qu'on appelle, hein, c'est tout ce langage, mais enfin bon, dans des zones difficiles ou des lycées professionnels. Mais les fléaux dont tu parles, tu les rencontres aussi absolument de la même manière dans des grandes écoles, puisque tu interviens aussi dans des grandes écoles. Donc c'est pas une question, je dirais, de classe sociale ou de géographie. Il y a vraiment les adolescents ou les jeunes adultes en grandes écoles souffrent des mêmes injonctions et des mêmes emprisonnements finalement. Et c'est encore plus... En fait, c'est vrai qu'au début, comme je vous ai dit, quand je suis dans le premier lycée professionnel, on m'a amené vers les plus en difficulté, enfin, les plus en difficulté visibles. Parce que on mettait ceux qui débordaient émotionnellement, qui étaient... dans une classe, on les voit. C'est ceux qu'on voit. Mais au fur et à mesure de mes expérimentations, par des rencontres, en fait, par des échanges avec certains, j'ai eu envie de vraiment m'intéresser à ceux qui ne parlaient pas. Ceux qui étaient parfaits, en fait. Les bons élèves, ceux pour qui tout allait bien. Parce que je savais très bien que c'est une forme d'apparence aussi. Et ça m'a ouvert un monde aussi qui me montrait que ce deuxième fléau que je vous parlais, l'injonction à la performance et tout ça, créer des gens encore plus... C'est les plus isolés, en fait, parce que eux, ils montrent à tout le monde, à leurs parents. Leurs parents, ils disent « Ah non, mais mon ado, ça va, hein, franchement, tout va bien à l'école. » Et c'est vrai que c'est rassurant, parce que franchement, ça fait peur quand même, hein, de voir un ado qui déconne complètement, qui fait des passages à l'acte, qui prend des risques. Alors quand on a un ado qui est plutôt tranquille, on se dit « Bon, ça va. » Mais méfiez-vous. Méfiez-vous, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous montrer que ça éteint aussi la possibilité de dire qui on est, ce monde dans lequel on vit, de parler de ses souffrances, parce que nous, adultes, on ne fait pas ce travail. Moi, c'est ce que je vous disais, la première chose que m'a permis de la méditation, c'est de se faire le boulot avec moi avant de commencer à vouloir aider les autres. Il m'a dit, mais Mathieu, arrête ton trip d'être super-héros, commence à bosser avec tes propres émotions, accepte qui tu es, pars de qui tu es, pars de ton style. Et c'est là que ça a changé quand j'étais éducateur de rue, quand j'arrêtais de vouloir jouer un autre, quand j'ai dit c'est moi, Mathieu, voilà. Et ça change tout, ça change complètement tout. Et donc c'est comme ça que maintenant j'essaye, mon discours s'est transformé et j'essaye aussi de parler aux jeunes silencieux. Et aussi aux jeunes qui réussissent très bien, très bien, parce que j'interviens notamment à Sciences Po, dans des groupes de 10 à 15. Là, c'est extraordinaire parce que là, j'ai vraiment du temps. Sur 6 mois, un semestre, des étudiants qui partent tous de première année jusqu'au Master 2, hein, vraiment, ils peuvent s'inscrire à des ateliers. Il y a l'atelier méditation que j'anime. Et là, ils s'engagent à participer à cet atelier et ça compte comme un ECTS. Donc, il y a aussi cette importance-là qui est donnée à mon atelier. Et 2 heures par semaine, on se retrouve, les 10-15, pour méditer.
2 heures. Au début, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 heures? Et là, les premières fois, je les vois arriver, mais tout parfait, quoi. Hein, les beaux gosses, belles gosses, tout va bien, ouais, tout va bien. Et puis, on commence à pratiquer. Et puis la pratique, ça pardonne pas. Hein. On rencontre ce qui se passe. Ah ben j'ai mal au dos, j'ai mal à ceci. Et donc à partir de là, ce que je vous disais, j'essaye, mais là c'est plus facile parce que c'est vrai que dans les classes, c'est un truc de fou. Enfin, c'est 30 élèves, là c'est un défi. Mais là c'est quand même plus 10-15, on est ensemble, on est en cercle. Enfin, il y a vraiment toute une atmosphère qui se crée et peu à peu, ils parlent vrai, eux aussi. Et c'est extraordinaire en fait parce qu'ils tombent le masque. Ils se connaissent pas au début, hein. Sauf des fois, il y a des amis qui viennent, mais comme je vous dis, ils s'inscrivent, ils ne savent pas qui s'inscrit. Ils tombent le masque, ils parlent vrai, et ils racontent la pression qu'ils ont à être un bon étudiant de Sciences Po, en fait. Comment, le week-end, il faut absolument qu'ils disent, quand ils rentrent le lundi, alors qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai fait une expo, moi, j'ai fait ceci, alors qu'ils n'ont rien fait. Mais si tu dis, ah non, j'ai traîné dans mon lit, non, mais t'es fou, t'es pas performant, tu vois, c'est un truc... Et là, tout d'un coup, ils parlent un peu vrai, des fois, ils disent, ah, mais toi aussi? Ah, t'as les mêmes galères que moi. Et là, la rencontre authentique a lieu et après, ils créent des liens. Hein. On se retrouve chaque année et puis en fait, certains, ils créent des amitiés parce qu'on a pu parler vrai. Et donc oui, ça touche tous les phénomènes. Ouais, Pour aider ces adolescents que tu appelles à un moment donné ces méditants pas comme les autres, j'aime beaucoup cette expression, pour les aider à accueillir leurs émotions, à faire cette rencontre avec leurs émotions, avec leurs esprits, tu as inventé, tu as imaginé toute une galerie de petits personnages, comme tu les appelles, tout un monde. Et ça, c'est assez merveilleux, c'est très très parlant. Il y a le petit singe, il y a le paresseux, il y a le tyran, il y a l'impulsif, l'aventurier, etc., etc. Et comment tu en es venu à créer ces personnages? Et je pense que ça doit être très bien accueilli. Enfin, ça doit sûrement être très aidant. Ah, là aussi, comme je vous disais, en fait, ce qu'on apprend à l'école de méditation et comment nous forme Fabrice Midal, c'est si vous allez un jour transmettre la méditation à l'extérieur, n'y allez pas par les protocoles, par les trucs tout faits à l'avance. Partez à l'aventure, quoi. Allez expérimenter, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Et donc, c'est sûr que, comme je vous avais dit la première fois, j'avais des notes, j'avais des choses, mais voilà, je me suis laissé entraîner par cette aventure et c'est eux qui m'ont formé finalement, c'est ces jeunes qui m'ont formé. Et un jour, parce qu'en fait dans la méditation, il y a une image traditionnelle qui représente le divertissement, justement ce fléau de divertissement. Des fois, à un moment, je parlais du divertissement et je ne sais pas, c'est venu comme ça. J'aurais dit, il y a une image dans la tradition de la méditation qui parle, j'aurais pas dit tradition, mais dans la méditation qui parle d'un petit singe qui représente le divertissement dans notre esprit. Et ce petit singe, c'est lui qui nous influence toujours pour qu'on s'amuse, pour qu'on se divertisse. Et là, je vous avais fait l'exemple du contrôle d'histoire, mais quand je le fais après que j'ai parlé du petit singe, parce que des fois je l'ai fait, des fois je l'ai pas, enfin, je leur dis que celui qui veut regarder la vidéo YouTube, là, qui vous dit dans votre esprit, vous voulez travailler, vous dit « Non mais franchement, ça dure 2 minutes, 2 minutes, regarde-le, vas-y, c'est le petit singe ». Petit singe dans notre esprit qui commence à nous influencer pour nous pousser justement. Alors là, le petit singe dans notre société aujourd'hui, c'est le roi. C'est le roi. Et donc je leur parle de ça, une fois. Et comme dans ces collèges et ces lycées, j'essaye toujours de revoir les classes plusieurs fois, pour que ce soit pas qu'un coup. Et donc la fois d'après, je revois cette classe, et j'aime bien leur dire, alors qu'est-ce que vous avez retenu Ah, le petit singe, oh là là! Ah, mais je l'ai vu là! Ah non, et il y en a un qui dit, ah, mais moi, c'est un gorille, monsieur, c'est un gorille! Ah, mais là, j'ai vu comment, toute la journée, il est là, en fait. Là, j'ai dit, ah là, je tiens un truc, là, parce que ça leur parle, en fait. Et c'est comme si je me suis rendu compte que pouvoir parler à travers une image, en fait, ou un personnage, un animal, ça leur permettait de faire un pas de côté, face à ce qu'ils vivent et de déculpabiliser un peu et même d'y aller avec l'humour et du coup et là je me suis dit bon, qu'est-ce que tu vas faire à partir de ça? Et je me suis dit en fait, parce que au début je leur présente des choses, j'essaie de leur montrer les ressources du corps, du sou, mais je me dis mais comment les aider à aller plus loin, comment les aider, comme tu disais, à rencontrer son esprit, à rencontrer ses émotions, à vraiment, ce que je vous disais dans cet isolement, à vraiment faire l'épreuve de ceux qui sont dans leur vulnérabilité propre.
parce que toute la journée, ils ne regardent pas ce qui se passe pour eux, ou pas beaucoup. Et je me suis dit, bah, tiens, j'avais beaucoup aimé le film d'animation Vice Versa. Moi, je trouvais que ça m'avait vraiment... Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas les jeunes, ils connaissent quand je leur en parle. Et c'est un dessin animé d'animation où on est dans la tête, à des moments du film, on est dans la tête d'une petite fille et on voit comment ça se passe dans sa tête. Et ils ont manifesté ça par 5 petits personnages ou 6, je ne sais plus, qui représentent tous une émotion. Il y a la colère, il y a la tristesse, enfin l'inquiet, enfin il y a plein de petits personnages comme ça. Et on voit comment, dans chaque situation que la jeune fille rencontre, eh ben, il y a l'inquiet qui va dire « Non, 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 n'y va pas, c'est trop dangereux là !» Et puis l'autre, le courageux qui va dire « Non, mais vas-y, tu peux y aller !» Et comment il y a des jeux d'influence dans notre esprit. Et je trouvais que c'était très pédagogique, en fait, et que ça permettait aux adolescents de voir que finalement, ils ne sont pas un. C'est pas parce qu'il y a une émotion qui me traverse, la colère, que je suis colère, et je ne suis que la colère. Parce qu'il y a une identification à l'émotion qui est puissante, parce que les émotions, c'est... Et pour leur montrer que c'est plutôt, ils sont une galerie en fait de personnages qui agissent et que quand ils sont traversés par la colère, du coup ils sont moins culpabilisés. Ils se disent pas que je suis colérique, c'est des fois. Je veux leur montrer, c'est tout un espace de vocabulaire. C'est parfois je suis colérique, j'ai de la colère qui vient. Et donc voilà, j'ai créé des personnages moi je me suis, en les écoutant par exemple le paresseux, parce que souvent je me rendais compte quand je leur disais allez, on se fait une seconde médite là. Oh non, la flemme, oh non, non. Parce qu'en fait, c'est se redresser. Parce qu'au début, je leur faisais redresser, truc très sérieux. Je dis, la flemme, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je dis, il y a un paresseux en nous qui. Voilà, et plein, voilà, le rêveur qui fait qu'il nous amène dans des mondes. Voilà, on est là, mais on est complètement ailleurs. Et qu'il est très puissant. Parce que je leur montre dans la classe, il y a des moments où vous êtes complètement ailleurs, vous n'en aurez même pas compte. Et puis tout d'un coup, vous revenez. Vous regardez l'heure, ça faisait 20 minutes que vous étiez en train de rêver à, je sais pas, votre jeu vidéo. Je sais pas et donc voilà, plein de personnages comme ça. Il y a aussi... l'ami. Il y a l'ami aussi. Voilà, c'est tellement beau de leur montrer qu'il y a un ami, qu'il y a aussi un ami en eux. Ouais. Ouais. J'essaie de leur montrer aussi que les dimensions, on va dire, plutôt considérées comme négatives, ne sont pas que négatives. Par exemple, l'inquiet, je dis qu'il y a un inquiet en nous aussi, que cet inquiet, il peut nous sauver. Mais il y a, bon alors le pire, celui qui est le plus dur, c'est le tyran. Alors lui, il n'y a pas apparemment pas de dimension positive, mais heureusement j'ai créé un autre qui l'aide, c'est l'ami. Donc il y a le tyran qui veut dire qu'il faut qu'on soit toujours performant, qu'on réussisse toujours, qui dès qu'on fait quelque chose, il est insatisfait, « Ah non mais t'aurais pu faire mieux, non mais t'as même pas fait ceci ». Et heureusement qu'il y a l'ami qui nous soutient, et puis après il y a l'aventurier, enfin voilà, c'est toute une galerie de personnages. Et donc j'ai commencé à les présenter, et puis je me suis rendu compte que les fois d'après, ils avaient plus de facilité à parler de ce qu'ils vivaient en fait. Ah oui, voilà... l'ami est venu, et je me suis dit, tiens, là je tiens un truc. Ah oui, c'est vraiment une très belle pédagogie et je pense que ça aidera beaucoup de parents aussi. C'est vraiment quelque chose qui dédramatise. Voilà. Dédramatise les situations, apporte de l'humour, comme tu le précisais, et l'humour est souvent source de gentillesse, d'amitié, d'amicalité, etc. J'aimerais qu'on laisse un peu de temps aux questions de la salle aussi, donc je vais moi te poser une dernière question, puis après on ouvrira à la salle. À la fin du livre, il y a quelque chose de très pratique et très chouette aussi, c'est que tu pars de remarques pour proposer la méditation ou l'exercice méditatif qui pourrait aider. Donc en haut de page, on a une remarque, je suis inquiet, j'ai toujours besoin d'imaginer de quoi l'avenir sera fait, et tu expliques ce qu'on peut faire, ou je n'arrive pas, j'ai du mal à dormir presque tous les soirs, ou je me mets la pression, etc. Et c'est vraiment, c'est très, je ne sais pas ce qui t'a donné l'idée de procéder comme ça, bon certainement l'expérience aussi, parce qu'on a vraiment un guide par rapport à des problématiques que tu rencontres certainement. Ouais, parce qu'en fait j'avais envie que ce livre il soit que dans la famille il puisse se passer en fait. J'avais envie de m'adresser un peu à tous, c'est-à-dire aux parents bien sûr, aux professionnels aussi qui travaillent avec des adolescents et des groupes d'adolescents, parce que comme j'ai un rapport au groupe, j'ai beaucoup travaillé la question du groupe, des bandes de jeunes, et donc j'essaie d'aider ça aussi pour ceux qui veulent mettre des ateliers en groupe. Et j'avais envie qu'à un moment, si c'était possible, mais c'est toujours un peu compliqué, mais que peut-être si l'adolescent le lise, puisse le lire aussi. Et cette dernière partie, elle est quand même pas mal pensée aussi pour que, ou même si le parent le lit, dit « Ah ouais, ça c'est... » de pouvoir glisser. Et donc vraiment, je pense que les adolescents, en tout cas les retours que j'ai là des premiers lecteurs, c'est qu'ils vont le passer à leurs adolescents, en tout cas quand c'est possible, parce qu'après des fois c'est pas possible, alors il faut créer des stratégies. Et cette dernière partie,
vient répondre, en fait, c'est toutes les questions que j'ai eues. Alors, il y a des questions vraiment spécifiques à la méditation. Tout ce que m'ont dit les ados, j'essaie de me le noter. C'est pour ça c'est une enquête, tu vois, je vais noter. J'ai toujours mon petit carnet à la fin de la classe, je sortais, ah ouais, d'accord, il m'a dit ça, ok. Et donc, c'est les questions sur la méditation, sur les écrans, sur le manque de sommeil, les angoisses, les émotions, le stress avant les examens, comment passer un examen. Enfin voilà, ça répond un peu à toutes ces questions et ça en renvoie, justement, comme tu disais, à des méditations guidées, parce qu'il y a aussi un spécifique pour eux, pour travailler. C'est très beau parce qu'en effet, c'est adressé aux adolescents. Voilà, je leur parle à eux en fait. Absolument. Et en même temps, tu as raison, ça, pour les adultes qui accompagnent ou qui élèvent ou qui éduquent au sens large, ça pointe les problèmes de nos ados qu'on n'a pas forcément imaginés. Hein, voilà. Merci beaucoup Mathieu. Et puis si tu veux bien maintenant répondre à quelques questions dans la salle, c'est le bon moment, s'il y a un micro, voilà. Merci. Comment présenter votre livre? Est-ce que je le laisse sur une table? Est-ce que je parle un peu? Mais si je parle, je vais... Ah, tu vas me faire la morale, grand-mère, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça. Donc je ne sais pas trop, je suis très tentée de le prendre, mais comment le poser? La première chose, quand on est parents, grands-parents, c'est de le lire pour soi. Parce que je vous ai dit, c'est vraiment, enfin, c'est assez fou ce livre. Enfin, ça nous parle à nous en fait. Moi, ça me parle à moi parce qu'en fait, ce que je crois que le phénomène que j'ai repéré et que j'essaye de mettre en lumière dans le livre, c'est que ce moment de crise que vivent les ados là, cette crise, qui peut-être à une époque était un moment très particulier, qui n'était pas forcément quelque chose qui revenait très régulièrement dans notre vie après d'adulte. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ça en fait. Ça veut dire que la crise d'adolescence n'est que la première crise d'une multitude de crises existentielles que chacun de nous va vivre en fait. Et je crois que là, il y a à la fois la difficulté de notre temps, mais peut-être la chance qu'on a de pouvoir parler vrai à nos ados, parce que ce qu'ils vivent en fait, c'est même pas un souvenir que quand on avait 15 ans, on n'a même pas besoin de se rappeler « Ah ouais, quand j'avais 15 ans, comment c'était ?» Moi non, mais c'est que putain, je viens de me reconvertir, ma femme me quitte, aujourd'hui, il y a tellement de crises et de bouleversements dans nos vies que les crises existentielles, on a envie à 45 ans, à 50 ans, à 70 ans, certains vivent des crises où ils disent allez, je remets tout en l'air et je change tout. Donc au fond, d'abord, il est pour nous. On le lit, on s'en imprègne, on se rend compte que les fléaux, ah ouais, ça bouge pour nous. Et après, vient peut-être cette... on y va après vers notre ado ou vers notre petit ado, si on est notre petit enfant, d'une autre manière. En tout cas, Et moi, ce que je pourrais proposer, c'est de le faire ensemble, de méditer ensemble. Alors après, voilà, parce que c'est comme si on dit, tiens, prends ça, ça va te faire du bien, mais vous voyez, c'est... Mais moi, j'en ai pas besoin. Voilà. Non, c'est ça, hein, tu as raison. Oui, mais en tout cas, moi, je sais que j'imagine, et je crois qu'il y a des parents qui m'en ont parlé comme ça, que ça peut être une occasion de se rencontrer, de créer un espace, de se dire, tiens, on voit, on prend du temps, ça ne va pas se faire de suite, et il faut vraiment laisser le temps long, là. Hein. Dire, mais voilà, si tu veux, on le fait ensemble. Et c'est une... Vous entendez bien que j'allais d'abord le lire. Non, mais... Je risquais d'être tellement enthousiaste que... Ah ouais, non mais ça je connais. Ah ouais. Trop d'enthousiasme, ah ouais, c'est clair. Alors ça, ouais, l'enthousiasme, c'est un piège. Je savais pas trop comment m'y prendre, quoi. Je vais démarrer, il va me dire non mais ça va. Ouais. Mamie là. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez rencontrer Mathieu, c'est toujours une bonne idée, mais vous pouvez aussi lire ce livre, et c'est pas une blague, parce qu'en fait, quand vous allez lire ce livre, vous allez rencontrer Mathieu. C'est ça aussi qui est très touchant dans cet ouvrage, et vous verrez. Mathieu Brégeger, et si la méditation était la solution, c'est paru chez Le Duc, là, au mois de septembre. En vente dans toutes les bonnes librairies. Bien, merci beaucoup Mathieu, on va clore la soirée. Merci.